Marie-Véronique Lumeau, avocat en droit du travail au sein du cabinet Vogue. Alors, merci d'être présent ce matin pour évoquer ensemble les conséquences pratiques de la loi du 2 août 2021, dite pour renforcer la prévention en santé au travail, qui a été publiée donc le 3 août 2021 et qui est censé entrer en vigueur le 31 mars 2022, sauf précision contraire au sein de cette loi, et qui est assortie de nombreux décrets. Alors, les décrets ont commencé à être publiés la semaine dernière. Nous avons 2 décrets publiés le 16 mars et un troisième le 18 mars. De nombreux décrets sont encore en attente, on parle d'une quarantaine. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont effectivement les dispositions de la loi dans son ensemble et évoquer donc ces décrets déjà sortis. Alors déjà, d'où vient cette loi santé au travail? Eh bien, ça vient d'un constat, c'est que le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles, plus généralement l'absentéisme au travail, reste un sujet de société. Je vous ai mis quelques chiffres ici. 82% des entreprises interrogées ont déclaré au moins une fois un sinistre affectant un salarié au cours de l'année 2020. Alors, l'année 2020, c'était un petit peu particulier. 78% d'accidents de travail, 16% d'accidents de trajet, 6% de maladies professionnelles. Et on voit sur ce schéma l'évolution entre 2005 et 2012, les chiffres des accidents de travail baisse globalement chez les hommes, augmente chez les femmes, et la tendance est quand même plutôt stable. Et même chose ici, 2001-2016. Donc, on part de ce constat, c'est que effectivement, les accidents du travail, l'absentéisme au travail reste un sujet très présent, ce qui fait que depuis 2005, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont souhaité changer l'approche de l'appréhension du risque professionnel. On passe progressivement de la réparation du risque professionnel à la prévention du risque professionnel. On n'est plus sur une réflexion relative à l'indemnisation, mais à l'anticipation, de sorte à prévenir donc effectivement la réalisation de ce risque, ce qui coûte moins cher à la société, ce qui coûte également moins cher aux entreprises. C'est dans cette optique que depuis 2005, des plans santé au travail ont été adoptés. Le 3e plan santé au travail 2016-2020 mettait déjà l'accent sur la prévention des risques classiques ainsi que les risques organisationnels. Et le 4e plan santé au travail décembre 2021-2025 renforce le focus sur la prévention et l'accompagnement des entreprises. Alors, la loi santé est issue de cette réflexion et des travaux des partenaires sociaux qui ont abouti au rapport Lecoq de 2018, qui lui-même a débouché sur l'accord international interprofessionnel du 9 décembre 2020 pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail, qui partaient sur 3 constats, qui ont fait le 3 constats. Déjà, dans notre système de santé au travail en France, il y a beaucoup d'acteurs et d'institutionnels de la santé et de la prévention, l'ANACT, l'INRS, l'OPP-BTP, et il est difficile pour les entreprises de s'y retrouver. Ensuite, 2e constat, des services de santé qui ne sont pas toujours présents aux côtés des employeurs pour la prévention. Et enfin, le constat qu'il était nécessaire de simplifier les obligations pesant sur les entreprises pour leur donner plus de lisibilité. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a abouti à la loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention de la santé au travail. Donc, 31 mars 2022 pour l'entrée en vigueur, nous y sommes. Et certaines dispositions sont d'application immédiate, d'autres seront précisées par des décrets ou entreront en vigueur à une date qui est elle-même définie
dans la loi. Alors, quels sont les enjeux de ce texte? Eh bien, il y en a 4 que j'ai repris ici et qui vont servir de fil conducteur à cet exposé. Le premier axe majeur de la loi, eh bien, c'est de renforcer la prévention au travail avec l'adoption de mesures directement applicables aux entreprises destinées à renforcer cette prévention. Ensuite, il s'agit de faire évoluer les services de santé au travail pour que les entreprises soient mieux accompagnées dans leur préoccupation de renforcer la prévention. Ensuite, le gouvernement a souhaité renforcer la prévention de la désinsertion professionnelle. Et puis, enfin, je dirais un mot sur la gouvernance qui a moins d'impact sur les entreprises, mais il faut quand même en dire un mot, c'est pour le paysage organisé donc de la santé au travail qui n'a pas directement d'impact sur les entreprises. Mais c'est effectivement un outil de renforcement, là encore, de cette préoccupation. Le premier axe de la loi, c'est donc de renforcer la prévention primaire. Alors, la prévention primaire, rappelons ce dont il s'agit. Nous étions jusqu'à présent dans le cadre de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Donc, la prévention secondaire, c'est un système où les risques sont repérés. Les risques dans l'entreprise professionnelle, accidents du travail, maladies professionnelles sont repérés et l'objectif de cette prévention secondaire est de réduire la propagation des risques et de leurs effets en outillant les travailleurs individuellement ou collectivement afin de prévenir toute atteinte à leur santé physique ou mentale. Par exemple, on va faire des formations pour éviter qu'un risque repéré ne se diffuse dans l'entreprise. On va mettre à disposition des équipements de protection individuelle, des équipements de protection collective. Donc ça, c'est la prévention secondaire. Nous avons également la prévention tertiaire qui existe déjà. Et là, les risques sont déjà présents. Ils existent et la prévention tertiaire vise à intervenir pour aider les personnes qui vivent ou qui ont vécu des situations à risque. Eh bien, on va les accompagner, on va faire du coaching, on va faire des cellules d'alerte, etc. Donc, on voit bien que la prévention secondaire et la prévention tertiaire, ce sont des risques déjà repérés, présents, existants, et qui visent à mettre en œuvre des actions centrées sur les travailleurs. Dans la réflexion sur la prévention primaire, qui est l'objectif de la loi du 2 août 2021, eh bien, c'est d'anticiper les risques. On va les évaluer, les anticiper de manière à les réduire et de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas du tout. Et on va réfléchir sur deux choses, non seulement sur le travailleur, mais également sur les organisations du travail, les conditions de travail et l'environnement. C'est l'objectif donc de cette loi et les mesures qui vont suivre eh bien, vont toutes concourir à la réalisation de cette prévention primaire. Alors, au titre des mesures adoptées par cette loi, nous en avons deux types. Il y a des mesures collectives et des mesures individuelles. La première mesure est le renforcement du DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, c'est un document qui existe déjà, mais qui existait jusqu'à présent dans la partie réglementaire du Code du travail, R 4121-1 et suivant du Code du travail, et qui avait pour objectif de recenser l'ensemble des risques présents dans l'environnement de travail des salariés. On s'est rendu compte que finalement, ce document unique était assez peu utilisé, ou en tout cas, c'était une obligation que les entreprises remplissaient de manière à cocher la case « Nous avons notre document unique », mais ce n'était pas vraiment quelque chose d'utile et d'optimisé. En 2016, par exemple, 45% des entreprises seulement avaient mis en place
leur document unique et l'avait actualisé selon une étude qui date d'ARES de 2019. Alors ici, la loi va changer, va renforcer, va consacrer le document unique comme un document de travail. Déjà, alors on est là, j'ai mis ici la partie du Code du travail qui est modifiée. On est dans la 4e partie du Code du travail relative à la santé et la sécurité au travail, et on est dans les obligations de l'employeur, les articles 4121-1 et suivants du Code du travail. Et c'est ici qu'on va retrouver le document unique. Donc, le document unique, il passe de la partie réglementaire, qui était moins obligatoire, qui était obligatoire, mais qui était moins symboliquement, quand c'est dans la partie réglementaire, ça a moins de poids, ça remonte à la partie législative. C'est donc la consécration de ce document unique qui devient impératif et qui va recenser l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, donc comme auparavant, mais qui devient aussi un outil de traçabilité collective. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels a 2 finalités. C'est un outil de prévention et c'est un outil de traçabilité collective des expositions. Alors, dans le cadre de l'outil de prévention, il va falloir faire un état des lieux pour répertorier l'ensemble des risques professionnels. Et dans le cadre de l'outil de traçabilité, eh bien, ça va déboucher sur des actions concrètes. Alors, le dernier décret qui est paru 18 mars 2022 précise les obligations qui pèsent sur les entreprises concernant ce document unique. Il précise les règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique. On va les reprendre les unes après les autres. Alors, les obligations en matière de mise à jour du document unique sont modifiées pour les entreprises de moins de 11 salariés. La mise à disposition, la mise à jour du document unique doit être faite au moins une fois par an. Les modalités pratiques d'évaluation des risques sont également précisées, ainsi que les finalités, les débouchés du document unique au niveau de l'entreprise. Alors, en tant qu'outil de prévention, donc c'est une obligation qui pèse sur les employeurs. C'est à l'employeur de prendre l'initiative de faire ce document unique qui est applicable, qui est obligatoire pour toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié. Donc, on n'a pas de conditions d'effectif pour mettre en place ce document unique. Donc, ça pèse sur les employeurs, mais l'employeur n'est pas seul puisque plusieurs parties vont concourir à la réalisation de ce document unique. D'abord, le CSE et la commission santé-sécurité, s'il existe, CSE qui devient vraiment acteur, partie prenante de la prévention des risques. Ensuite, le ou les salariés compétents en matière de santé et de sécurité, donc ce sont les référents HSE, QSE, le référent sécurité, s'ils existent également dans l'entreprise. L'entreprise peut également faire appel à des intervenants extérieurs, comme l'intervenant en prévention des risques professionnels, qui appartient au service de santé au travail interentreprise ou autonome, ainsi que des services de prévention, des caisses de sécurité sociale, en soutien également avec l'OPP-BTP, l'ANAC, etc. Donc, c'est un document établi par l'employeur, mais l'employeur ne fait pas ça tout seul parce que l'évaluation des risques, l'identification des risques requiert tout un tas de compétences et de personnalités qui vivent le risque au plus près, qui vont concourir donc à cette évaluation. L'évaluation doit recenser
non seulement les risques dans la définition des postes de travail, ça existait déjà, mais la nouveauté, c'est que l'évaluation des risques doit être faite également au niveau de l'organisation même du travail. L'organisation du travail, parce que les organisations ont changé depuis une dizaine d'années, de manière très accélérée en 2020, le télétravail, le flex office. Donc, on a une réflexion nouvelle sur cette organisation du travail qui crée des risques nouveaux. L'isolement du télétravail, les risques psychosociaux, etc. Donc, double niveau d'évaluation des risques. Donc, l'objectif de ce document unique, ce n'est pas de créer une obligation nouvelle à la charge des entreprises qui resterait dans un placard une fois que ce travail est fait. L'objectif, c'est de prévenir la réalisation de ces risques qui seront identifiés. Alors, deux débouchés, une fois que ce document unique est réalisé, selon l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur devra mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail plus structuré et plus complet. Alors, ce document qui s'appelle le PAPRI Pacte, c'est un document qui existe déjà, qui avait été créé par l'une des ordonnances de septembre 2017, mais qui n'avait pas vraiment de force obligatoire. Aujourd'hui, il remonte à la partie législative du Code du travail et on attend de ce programme annuel une liste détaillée des mesures qui vont être prises dans l'année à venir et pour chacune des mesures, les conditions d'exécution, des indicateurs de résultats pour voir si effectivement, pour assurer l'efficacité de ces mesures d'exécution, l'estimation du coût, les ressources de l'entreprise qui peuvent être mobilisées pour la mise en œuvre de ces mesures et aussi un calendrier. Donc, on est vraiment dans le pratique. Dans le document unique, vous aurez identifié un risque et dans le PAPRI Pacte, il y aura les mesures pour éviter la réalisation de ce risque, le calendrier, l'estimation du coût et les ressources pour les mettre en œuvre. Donc, on est vraiment dans une chaîne de la prévention pour éviter la réalisation de ce risque. Ça, c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés. On retrouve la même chose dans les entreprises de moins de 50 salariés, de manière allégée. Il n'y a pas de PAPRI Pacte dans ces PME, mais une liste d'actions de prévention devra être annexée au document unique alors on ne retrouve pas le coût, le calendrier, les ressources, etc. Mais la liste devra quand même être détaillée, précise, pour avoir le même objectif, donc éviter la réalisation de ce risque. Donc, on voit bien que le document unique, c'est un document de travail, d'anticipation, qui devra être mis à jour au moins une fois par an et plus souvent, si nécessaire, en cas de changement d'organisation, en cas de déménagement, par exemple, en cas de changement d'outil de travail. Donc, à chaque fois qu'une organisation du travail change, la mise à jour devra être faite. Et le pendant, c'est le PAPRI Pacte modifié. Donc, outils de prévention. Ensuite, outils de traçabilité collective des expositions. Alors, la loi et le décret prévoient des conditions d'archivage et de conservation du document unique. Le document unique et toutes ses versions devront être conservées pendant 40 ans dans l'entreprise, avec l'obligation de les déposer sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Donc, ce portail numérique n'est pas encore mis en œuvre. On n'en parle pas dans le décret du 18 mars. Alors, en revanche, le document unique, il est obligatoire là, à partir du 31 mars. Et tant que
le portail numérique n'est pas ouvert, eh bien, les versions soit numérisées, soit papier devront être conservées dans l'entreprise pendant 40 ans. Cette obligation devra être mise en œuvre, donc le portail numérique devra être mis en œuvre pour le 1er juillet 2023 dans les entreprises de plus de 150 salariés et au plus tard le 1er juillet 2024 dans les entreprises de moins de 150 salariés. L'objectif de cette mesure, c'est d'assurer une certaine continuité et traçabilité des risques. Alors, pourquoi 40 ans ? Parce que 40 ans, c'est la durée moyenne d'une carrière et c'est aussi la durée moyenne pendant laquelle certaines pathologies, certains cancers peuvent se déclarer. Donc, ce n'est pas une durée qui a été prise au hasard. Et l'objectif, c'est effectivement de permettre aux salariés, aux anciens salariés et à toute personne ou instance justifiant d'un intérêt à y avoir accès, eh bien de pouvoir demander les versions du document unique, la communication de ce document unique pendant qu'ils étaient salariés de l'entreprise. Donc, mise à disposition des salariés, bien sûr, des anciens salariés et de toute personne ou instance justifiant d'un intérêt. Alors, l'intérêt n'est pas défini ni par la loi, ni par le décret, mais on peut très bien imaginer effectivement que ce sont les services de santé au travail, ça peut être l'inspection du travail, les anciens travailleurs, effectivement, lorsqu'ils vont rechercher la responsabilité de leur employeur, qui peut remonter à effectivement plusieurs années. Alors, sachant que voilà, il faudra avoir une réflexion sur la prescription, puisque si vous avez un salarié qui recherche un document unique lorsqu'il était salarié il y a 35 ans chez vous, eh bien, il va falloir harmoniser, réfléchir, est-ce qu'il est encore dans le délai de la prescription, etc. L'objectif, en tout cas, c'est de permettre aux entreprises eh bien, de ne pas se retrouver dans cette situation de devoir assurer le risque. Donc, ce n'est pas rétroactif, hein. On ne va pas vous demander le document unique d'il y a 40 ans, c'est à partir du 31 mars 2022. Et un autre outil de traçabilité collective des expositions, c'est que l'entreprise devra transmettre son document unique au service de santé, de prévention et de santé au travail après chaque mise à jour, pour là encore que ce soit un outil de travail et que le service de santé au travail eh bien, puisse discuter, échanger avec l'entreprise. Alors, je vous ai mis ici les sanctions en cas d'absence du document unique ou de ses mises à jour. Très rapidement, hein, sur le plan pénal, eh bien, il s'agit d'une contravention de 5e classe qui peut être poursuivie par toute personne y ayant un intérêt. On peut imaginer les salariés, les anciens salariés, les organisations professionnelles, avec une peine d'amende. Sur le plan civil, on pense au Conseil de prud'homme. Eh bien, le demandeur pourra obtenir des dommages-intérêts s'il établit l'existence d'un préjudice. Et puis surtout, on est souvent ici dans une réflexion sur le dédommagement du risque. L'employeur pourra être exposé à une condamnation pour faute inexcusable s'il n'a pas respecté toutes ses obligations relevant du document unique et de ses mises à jour. Alors, je vous le disais, pour ce document unique, première obligation collective mise en œuvre par la loi du 2 août 2021, l'employeur n'est pas seul et il va se faire aider par le CSE et la commission santé-sécurité qui voient leur rôle affirmé par la loi du 2 août 2021. L'article 3 de la loi du 2 août 2021 modifie l'article L 2312-5 du Code du travail qui concerne la délégation du personnel au CSE, qui se voit par un nouvel alinéa confier dans la loi, donc valeur législative, la mission de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise,
Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Donc, dans les entreprises dotées d'un CSE, le renforcement de son rôle va se traduire non seulement au niveau de l'évaluation des risques professionnels. L'article L 4121-3 du Code du travail nous dit que le CSE et la commission CSSCT devront désormais apporter leur contribution à l'évaluation des risques professionnels. Donc, le CSE devient un interlocuteur vraiment à part entière dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels. Mais le CSE intervient également au niveau de l'analyse des risques professionnels et ce qu'on va faire de ce document unique et de cette évaluation. Alors, jusqu'à présent, le CSE l'employeur devait présenter au moins une fois par an au CSE un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. C'était donc une obligation de l'article L 2312-27 du Code du travail. Cette obligation n'est pas modifiée. Donc, un bilan annuel de ce qui a été fait dans le courant de l'année passée. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le PAPRI-Pacte prend le pas puisque va prévoir les mesures pour l'année à venir et à ce niveau, le rôle du CSE et de la CSSCT vont être renforcés. Dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés, le CSE devra être consulté sur le document unique et ses mises à jour, ce qui n'existait pas pour le moment. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE devra être consulté pour avis sur le rapport annuel dont je vous parlais à l'instant et sur le PAPRI-Pacte. Et dans les entreprises de 11 à 49 salariés, l'employeur devra présenter en CSE la liste des actions de prévention et de protection découlant du document unique. Donc, renforcement du rôle du CSE avec des consultations qui s'ajoutent à celles préexistantes, des consultations obligatoires pour avis. Donc, le CSE aura la possibilité de rendre des avis positifs, négatifs, de solliciter des expertises sur le document unique, sur le PAPRI-Pacte. Donc, on voit bien là que c'est un sujet qui va prendre de l'ampleur dans le cadre du dialogue social. Alors, pour faire face à ces nouvelles responsabilités, la loi du 2 août 2021 renforce la formation santé, sécurité et conditions de travail des élus. Jusqu'à présent, seule la durée minimale de formation des membres était fixée. 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés. À compter du 31 mars 2022, la loi prévoit une période minimale de 5 jours de formation lors du premier mandat pour tous les membres du CSE, tous les membres, donc pas seulement les membres de la commission santé-sécurité. Et en cas de renouvellement du mandat, la formation sera d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel et 5 jours pour les membres de la commission santé-sécurité dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Donc, renforcement de la formation. Qui va financer cette formation? Alors, le décret du 18 mars 2022 a précisé que les opérateurs de compétences, donc les OPCO, pourront prendre en charge les frais de formation, le salaire et les charges sociales, mais dans la limite du SMIC horaire par heure de formation, et les frais annexes, mais seulement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la prise en charge devra être assurée par les employeurs. À cette formation des élus s'ajoute la formation obligatoire, alors qu'elle était auparavant facultative, des préventeurs, donc de tous les collaborateurs qui ont en charge une
la gestion de la santé et de la sécurité au travail dans l'entreprise. Même chose pour le référent handicap, référent harcèlement. Au niveau du dialogue social, la loi du 2 août 2021 renforce également la prévention primaire, puisque l'employeur ne doit plus seulement négocier sur la qualité de vie au travail, mais sur la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, on passe de la QVT à la QVCT, qui est l'application. Alors ça, c'est vraiment une proposition de l'ANI du 9 décembre 2020 qui est directement mise en œuvre dans la loi du 2 août 2021. Donc, au-delà du simple changement de nom, il s'agit de réaffirmer le lien entre le travail, ses conditions de réalisation et la santé au travail. Et on sait bien que la crise sanitaire a renforcé les attentes des salariés en matière de sens, d'utilité sociale, d'où l'importance accordée au contenu du travail comme déterminant de la santé. Et déterminants de la santé sont également les conditions de travail. Alors, où va-t-on aborder cette question ? Il s'agit de l'aborder dans la négociation annuelle, la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle, qui pourra également porter maintenant sur la QVCT à compter du 31 mars 2022. Donc, la discussion annuelle, la discussion sur les conditions de travail et la qualité de vie sera intégrée à la négociation obligatoire et donc s'intitulera « Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail ». Donc juste pour rappel, on parle de négociation annuelle obligatoire, mais dans les entreprises dotées de sections syndicales d'organisations représentatives, il est obligatoire de négocier au moins une fois tous les 4 ans sur les thèmes obligatoires, dont la QVCT. Et ce n'est qu'à défaut d'accord ou en cas de non-respect de ces stipulations que l'employeur devra engager chaque année une négociation obligatoire sur les thèmes obligatoires prévus par l'article L 2242-17 du Code du travail, qui concerne l'articulation vie privée, vie professionnelle, le droit à la déconnexion, la régulation des outils numériques. Sur l'un des thèmes, sur le thème facultatif concernant la prévention aux effets de facteurs de risque professionnels et sur le nouveau thème donc facultatif, l'égalité professionnelle et la QVCT. Donc, ce sera un thème effectivement très présent dans les entreprises par l'intermédiaire du dialogue social. Donc voilà les mesures collectives mises en œuvre par la loi du 2 août 2021 au niveau du document unique, au niveau du renforcement du rôle du CSE, de la formation des élus et le dialogue social, mesures collectives directement applicables dans les entreprises et pesant sur les employeurs. Ensuite, la loi du 2 août 2021 crée des mesures individuelles au titre, pour éviter au titre de la prévention primaire. Elle crée un passeport prévention. Ce passeport prévention, qui ne doit pas être confondu avec un passeport vaccinal, ça n'a rien à voir. C'est un document qui vise à recenser tous les éléments certifiant des qualifications acquises par un salarié à l'occasion des formations qu'il aura reçues concernant la santé et la sécurité au travail, dont les formations obligatoires, mais également les formations qu'il aura suivies de sa propre initiative, soit en tant que salarié, soit même en tant que demandeur d'emploi. Et ceci tout au long de sa carrière. C'est un document qui va le suivre pendant toute sa carrière,
dans lequel il pourra entrer les attestations, les certificats, les diplômes qu'il aura obtenus. Donc, c'est un document mis en place par l'employeur, mais qui pourra être abondé donc par l'employeur, par le salarié, par le demandeur d'emploi s'il quitte l'entreprise, et également par les organismes de formation. Alors, le décret est en attente sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce passeport prévention, mais il devra être opérationnel au plus tard le 1er octobre 2022. Donc, passeport prévention. Deuxième mesure individuelle, c'est l'évolution de la définition du harcèlement sexuel. Alors, sur ces dernières années, la réflexion du législateur sur le harcèlement sexuel a évolué dans le monde du travail, puisque la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 imposait déjà aux entreprises de nommer un référent harcèlement à compter du 1er janvier 2019, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous avez un référent harcèlement, mais il est obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Et au-delà de 250 salariés, ce référent peut être choisi non seulement au sein du CSE, mais au niveau des salariés. La loi du 2 août 2021 va changer l'article L 1153.1 du Code du travail à 2 reprises, à 2 sujets, de manière à ce qu'il soit aligné sur la définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal et son article 222-33. Première modification, on va ajouter un mot, mais qui va modifier la définition du harcèlement sexuel, qui est défini comme désormais le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Auparavant, il s'agissait de comportements à connotation sexuelle seulement, et aujourd'hui, on dit c'est à connotation sexuelle ou sexiste, donc comme dans le code pénal, qui soit porte atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, ça vise à englober une plus grande partie des faits de harcèlement sexuel au travail. Deuxième modification, la loi du 2 août 2021 insère 3 alinéas dans la définition de l'article L 1153.1 du Code du travail, que j'ai reproduit ici, que je ne vais pas vous lire parce que notre temps est malheureusement compté, mais qui fait qu'on se place sur le plan du Code du travail du point de vue du salarié. Sur le plan pénal, le Code pénal, on se place du côté de l'auteur. Sur le plan pénal, on se place du côté du salarié supposément victime du harcèlement sexuel. Et la seule chose qui va être différent entre le Code pénal et le Code du travail, eh bien, c'est l'absence du caractère intentionnel. On ne retient pas le caractère intentionnel dans le Code du travail, c'est-à-dire qu'il peut y avoir harcèlement sexuel ou sexiste, même sans la volonté du présumé harceleur de commettre ces faits de harcèlement. Concrètement, ça veut dire que le salarié, la victime supposée, n'aura pas besoin de démontrer l'intention du présumé harceleur pour pouvoir obtenir une indemnisation des dommages subis. Donc, c'est encore la modification, enfin, la différence qui existe entre le Code pénal et le Code du travail. Ensuite, la loi du 2 août 2021 va prendre en compte la notion de risque chimique et de polyexposition. Là encore, un décret de la semaine dernière du 16 mars vient préciser la notion de polyexposition dans les règles de prévention. On parle de polyexposition lorsqu'il y aura une exposition successive ou simultanée à des risques particuliers. Alors, jusqu'à présent, la loi du 8 août 2016
prévoyait que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pouvait bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, le fameux SIR, S-I-R. Ce suivi comprenait un examen médical d'aptitude. Donc ça, c'est la loi du 2 août 2016. Loi du 29 mars 2018 a créé la visite médicale de fin de carrière pour les salariés sous suivi individuel renforcé. Cette loi du 29 mars 2018 avait été précisée par un décret du 9 août 2021 qui prévoyait que cette visite de fin de carrière, uniquement pour salariés sous CIR, devait avoir lieu en fin de carrière. Donc, salariés sous suivi individuel renforcé, en fin de carrière, égale visite de fin de carrière. Désormais, les salariés étant exposés à certains risques dangereux, notamment chimiques, ça c'est la nouveauté, bénéficieront d'une surveillance post-exposition ou post-professionnelle. Donc, post-exposition, eh bien, la visite aura lieu dès que l'exposition aux risques chimiques ou aux multiples risques auront cessé et dans le meilleur délai. Et post-professionnel, eh bien, c'est la visite de fin de carrière, mais qui concerne tous les salariés exposés aux risques chimiques ou aux risques successifs ou simultanés, et plus seulement les salariés sous suivi individuel renforcé. Donc, ces visites à la médecine du travail devront être organisées par l'employeur dans les meilleurs délais après la cessation de l'exposition aux risques particuliers et avant le départ à la retraite. L'état des lieux des expositions donc, dressé au cours de cette visite sera versé au dossier médical de santé au travail du salarié pour assurer donc, le meilleur suivi de sa santé, notamment s'il change d'entreprise. Donc, cette surveillance tiendra compte naturellement de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge du collaborateur. Alors, d'autres risques vont être pris en compte dans la loi santé au travail, les RPS, dont voilà, on a constaté qu'ils étaient doublés par rapport à avant la crise sanitaire. Prise en compte également des troubles musculo-squelettiques, les conséquences du travail et les changements d'organisation, des changements organisationnels dans l'entreprise. La loi donc, du 29 mars 2018 avait créé une visite médicale avant le départ à la retraite. Je vous le disais, elle est applicable depuis le 1er octobre 2021. Donc là également, c'est non seulement maintenu, mais renforcé pour les salariés qui ne sont pas nécessairement sous le bénéfice du suivi individuel renforcé. Et la loi du 2 août, enfin, crée un contrôle des opérateurs économiques qui mettront sur le marché des équipements de protection individuelle et collectifs non conformes avec des sanctions pénales très lourdes pouvant aller jusqu'à une amende de 50 000 € et doubler en cas de récidive. Autre mesure individuelle au niveau des visites de pré-reprise et de reprise. Alors, la visite médicale de reprise devient obligatoire pour les arrêts de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ayant entraîné une absence de plus de 60 jours, contre 30 jours jusqu'à présent. Et la loi maintient l'obligation d'un examen de reprise pour les salariés en retour de congé maternité et les salariés victimes d'une maladie professionnelle sans condition d'arrêt ou victimes d'un accident de travail ayant entraîné un arrêt d'au moins 30 jours. Donc, moins de visites médicales de reprise, puisque le curseur, c'est plus de 60 jours, mais plus de visites médicales de pré-reprise, puisque l'employeur, le salarié, le médecin traitant pourront organiser une visite de pré-reprise pour les travailleurs absents depuis plus de 30 jours au lieu de 3 mois jusqu'à présent.
Voilà donc au titre des mesures individuelles. Alors, pour accompagner l'ensemble de ces mesures, la loi du 2 août 2021 va faire évoluer les services de prévention et de santé au travail. Donc, ça concerne moins directement les entreprises, ça va concerner les interlocuteurs des entreprises et les services de santé au travail. Alors déjà, les services de santé au travail vont changer de dénomination puisqu'on passe d'un service de santé au travail au service de prévention et de santé au travail. Prévention et santé au travail. Ça traduit bien la philosophie du législateur et l'élargissement du champ d'intervention du médecin du travail. L'objectif du législateur, c'est vraiment de faire un service de santé au travail au service des entreprises, un outil de collaboration avec l'entreprise et tout un tas de mesures vont être adoptées pour assurer une efficacité du service de santé et de prévention au travail, de prévention et de santé au travail, d'ailleurs, pour assurer une réactivité, et à tel point que le législateur prévoit que dans le cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail, eh bien, l'autorité administrative pourra prendre des injonctions vis-à-vis de la médecine du travail. Elle pourra même aller jusqu'à désigner un administrateur provisoire s'il n'est pas remédié au dysfonctionnement constaté. Et toujours dans ce souci d'efficacité, eh bien, les services de santé au travail devront faire l'objet d'un agrément d'une durée de 5 ans pour tous les services de santé et de prévention et de santé au travail, que ce soit les services interentreprises ou que ce soit les services autonomes. Cet agrément de 5 ans qui devra répondre à un cahier des charges national et qui devra être fait dans les 2 ans à compter du 31 mars 2022. Donc, les services de santé, de prévention et de santé ont 2 ans à partir du 31 mars 2022 pour obtenir leur agrément. Donc, toujours dans l'objectif d'assurer une efficacité sur l'ensemble et une homogénéité de service sur l'ensemble du territoire. De la transparence également, puisque la loi prévoit que les cotisations et les tarifications des services de prévention et de santé au travail vont être clarifiées. L'ensemble socle va être facturé proportionnellement au nombre de salariés des entreprises et les services complémentaires feront l'objet d'une grille tarifaire qui va être précisée par chaque service de prévention et de santé. Donc, on est sur une offre qui permet aux services de prévention et de santé de faire leur promotion, de faire leur publicité au niveau des entreprises pour recueillir le maximum d'adhérents, de manière à ce que les entreprises aussi se saisissent des services proposés par la médecine du travail. Alors, les acteurs de la prévention vont être étendus, c'est-à-dire qu'on passe du médecin du travail à une équipe pluridisciplinaire. Le rapport annuel du médecin du travail sera supprimé et on parle d'un rapport annuel d'activité qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus complet, qui pourra être complété non seulement par le médecin du travail, mais également par les membres de cette équipe pluridisciplinaire qui peut comporter des infirmiers en santé au travail, des auxiliaires médicaux, qui tous devront avoir suivi une formation de santé au travail et qui pourront remplir effectivement cette mission de surveillance. Seul, en revanche, le médecin du travail pourra délivrer des avis d'inaptitude. Mais pour le suivi, je dirais, courant des salariés, eh bien, ça peut être un infirmier ou un auxiliaire médical. Le médecin du travail devra consacrer le tiers de son temps de travail à des missions en milieu de travail. Donc, le tiers sur les lieux de travail, ce qui remonte au niveau législatif, là également. Pour concourir à une meilleure efficacité de la médecine du travail, eh bien,
la loi va décloisonner la médecine de ville et la médecine du travail dans l'objectif de réaliser des objectifs de santé publique afin de préserver au cours de la vie professionnelle la santé du travailleur compatible avec son maintien dans l'emploi. Donc l'objectif, c'est la santé pour maintenir le salarié dans l'emploi. Donc le médecin de ville va être sollicité. On l'appelle le médecin praticien correspondant. Donc, dans les zones où il n'y a pas assez de médecins du travail, des médecins de ville pourront être sollicités pour faire cet accompagnement des salariés. Alors, sachant que le médecin praticien correspondant ne pourra pas être le médecin traitant du salarié. Dans certaines zones également d'insuffisance de médecins du travail, le suivi individuel du salarié pourra être réalisé par télémédecine, mais là encore, pas des suivis qui pourront aboutir à des visites, à des avis d'aptitude, plus exactement, plus souvent d'inaptitude. Alors, l'offre de la médecine du travail va aussi être élargie. Il y a 2 blocs. Il y a le service obligatoire, on parle du service socle, d'un ensemble socle qui répond à 3 objectifs: la prévention des risques professionnels, le suivi individuel des travailleurs, la prévention de la désinsertion professionnelle. Et à cet ensemble socle, où là on va retrouver le suivi individuel, les visites de pré-reprise, les visites de reprise, les avis d'aptitude, etc., d'inaptitude. À cet ensemble socle va s'ajouter une offre complémentaire qui sera là mise en œuvre selon chaque service de prévention et de santé au travail et qui pourra comprendre des actions de promotion de la santé sur le lieu du travail, des campagnes de vaccination, de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive ou aux situations de handicap au travail. Donc là, page blanche, carte blanche pour les services de prévention et de santé au travail pour faire de la promotion, pour faire une offre complémentaire sur laquelle les services de prévention pourront faire leur publicité, leur communication auprès des entreprises. Nouveauté également, c'est que la médecine du travail sera accessible aux chefs d'entreprise, aux travailleurs indépendants, également aux intérimaires et aux salariés des sous-traitants qui pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise utilisatrice. Les salariés multi-employeurs pourront également bénéficier d'un suivi renforcé et les particuliers employeurs pourront également adhérer à la médecine du travail. Alors, une nouveauté également sur le dossier médical partagé du salarié. Le dossier médical partagé, il existe déjà, il est accessible uniquement aux médecins du travail, mais seulement avec l'accord du salarié. Et il va y avoir un lien avec le dossier médical de santé au travail, accessible donc, aux médecins praticiens, aux médecins traitants et aux médecins du travail, aux infirmiers au travail, etc. Donc, beaucoup plus de décloisonnement entre médecine de ville et médecine du travail, avec alimentation du dossier médical partagé par l'ensemble des professionnels de santé. Le médecin du travail pourra y avoir accès et inversement, mais seulement avec l'accord du salarié. L'accord du salarié qui pourra être retiré à tout moment par celui-ci. Il n'a pas forcément envie, effectivement, que le médecin du travail ait une connaissance de la santé, des incidents de santé qui lui seront arrivés dans sa vie, je dirais, civile. L'employeur, naturellement, n'aura pas accès à ce dossier médical partagé ni au dossier médical de santé au travail qui sont couverts par le secret médical. Troisième volet de la loi, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. L'objectif, c'est le maintien dans l'emploi de publics vulnérables qui pourraient, une fois sortis du travail, eh bien, se désinsérer professionnellement. Alors, tout un tas de mesures vont être prises dans la loi du 2 août 2021. Bon, je vous l'ai dit, cellule pluridisciplinaire au sein des services de prévention,
avec une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Les autres mesures telles que la consultation, la téléconsultation, le suivi individuel renforcé après la cessation des expositions concourent à cette désinsertion professionnelle. Ce qui va être les deux outils vraiment importants qui sont mis en œuvre, c'est la visite de mi-carrière à 45 ans ou à un âge autre qui sera prévu par un accord de branche. Visite de mi-carrière pour tous les salariés qui devra être mise en place par l'employeur et qui est destinée à faire un état des lieux entre l'adéquation du poste et l'état de santé du collaborateur. Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, sensibiliser les travailleurs aux enjeux du vieillissement et proposer aussi des mesures d'adaptation, d'aménagement du temps de travail, du poste de travail, de transformation du poste. Donc, pour l'ensemble des salariés, visite de mi-carrière à 45 ans. Création d'un nouveau rendez-vous également, rendez-vous de liaison pour tout salarié qui aura été absent dans l'entreprise plus d'1 mois. La durée vient d'être précisée dans le décret du 16 mars 2022. Donc, ce rendez-vous de liaison, il est prévu au retour du collaborateur entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre, alors, rendez-vous de liaison auquel le référent handicap pourra assister et qui a pour objectif de préparer le retour du salarié dans l'entreprise. Alors, à ne pas confondre avec la visite de pré-reprise ou de reprise qui, cette fois, a lieu avec le médecin du travail. Le rendez-vous de liaison, c'est le collaborateur et c'est son employeur, de manière à préparer le retour et également proposer, le cas échéant, des mesures d'adaptation, d'aménagement, de transformation du poste. Des outils qui existaient déjà sont également assouplis et ouverts. C'est le cas de la convention de rééducation professionnelle qui était réservée jusqu'ici aux travailleurs handicapés, mais qui est ouverte aux salariés jugés inaptes ou à risque par le médecin du travail. Donc, cet objectif vise à proposer des formations soit au sein de l'entreprise, soit dans le cadre d'une mise à disposition d'une autre entreprise pour changer de métier. Cette convention de rééducation professionnelle peut se dérouler sur une période de 3 à 18 mois et se finit soit par un nouveau poste, soit dans l'entreprise d'origine, soit dans l'entreprise d'accueil dans laquelle le CRPE a eu lieu. À côté du CRPE, on a le projet de transition professionnelle qui ouvert aux salariés qui seront absents pendant plus d'1 mois, qui permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec un projet. Donc, ces outils sont assouplis dans le cadre du décret du 16 mars 2021. Donc, on le voit bien, tout un tas d'ensembles, de mesures individuelles dans le but de désinsérer, d'éviter la désinsertion professionnelle des salariés. Et pour terminer, juste un mot sur la gouvernance de la santé au travail. La loi du 2 août 2021 crée des comités de prévention de la santé au travail. Elle réforme les groupes permanents d'orientation et groupes permanents régionaux d'orientation. Elle crée un comité national de prévention et de santé au travail qui devra accompagner toutes ces réformes, prendre des mesures de précision. Et si le comité national ne fait pas son travail, ne prend pas ces mesures, eh bien, les décrets viendront prendre le relais. Et il y aura également un rapport annuel en matière de santé et de prévention et travail. Et enfin, la loi prévoit une fusion des ANACT et des ARACT, Agence nationale d'amélioration des conditions de travail et régionale, au plus tard le 1er janvier 2023.
Voilà rapidement les mesures prévues par la loi de prévention et de santé au travail, dont de nombreux aspects restent à définir, à préciser dans le cadre de décrets, mais qui vont peser directement sur les entreprises. Merci de votre écoute. On a quelques questions qui ont été posées. Donc, une première question sur le DUERP. Dès lors qu'il n'y a pas de mise à jour à faire parce qu'il n'y a pas de nouveauté dans l'entreprise, comment est-ce qu'en pratique, l'entreprise remplit son obligation de le mettre à jour de manière annuelle? Alors, s'il n'y a pas… Alors, l'obligation, à mon sens, ce n'est pas précisé dans le décret, mais logiquement, il faudra le mettre à jour d'une réunion du CSE pour aborder le sujet et constater qu'aucune évolution n'a eu lieu dans l'organisation du travail qui serait susceptible d'amener à une mise à jour du document unique. Donc, il faudra en parler, même s'il n'y a pas de mise à jour induite dans le document unique. L'idée, c'est vraiment de l'aborder dans le dialogue social, au moins une fois par an, même si c'est pour constater qu'il n'y a rien à dire de plus, qu'il est parfaitement à jour. Et pour une entreprise qui n'a pas de CSE ou qui a un effectif qui est inférieur à 11 salariés? Alors, dans ce cadre-là, l'obligation pèse sur l'employeur directement. C'est à lui de prendre l'initiative de cette mise à jour à chaque changement d'organisation. Donc, la sanction, eh bien, ce sera dans l'hypothèse d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Toute personne intéressée ira voir si l'employeur a bien rempli son obligation de mise à jour du document unique. Nouvelle question, à quel niveau faut-il établir le DUERP? Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement? Alors, c'est au niveau de l'établissement. Chaque unité de travail, en fait, dit le texte. Chaque unité de travail. Donc, c'est effectivement au niveau de l'établissement, puisque les risques ne seront pas les mêmes. On est vraiment dans ce document unique au plus près du terrain. Donc, si vous avez un établissement où vous avez l'administratif et un établissement où vous avez une chaîne de production, naturellement, les risques ne seront pas du tout les mêmes. Donc, au plus près du terrain, c'est au niveau de chaque unité du travail. Est-ce que les femmes de ménage sont concernées par les risques chimiques dont vous parliez tout à l'heure? Ce n'est pas précis dans le texte, mais oui, en tant que salarié de l'entreprise qui pourrait être exposé à ces risques chimiques, il faut prévoir effectivement ce risque d'exposition. Alors, si c'est une salariée de l'entreprise où existe ce risque, c'est à prévoir directement, mais ça peut être également une salariée d'une entreprise extérieure qui intervient tous les jours dans l'entreprise et qui, à l'occasion de cette collaboration, est exposée. Dans ce cas-là, son employeur à elle, l'employeur extérieur, devra inclure ce risque d'exposition chimique dans son document unique. Autre question là, qui concerne les visites de mi-carrière. Est-ce qu'elle entre en vigueur au 31 mars ou faut-il encore attendre un nouveau décret? Alors, la visite de mi-carrière n'est pas précisée dans le décret. On a un décret du 16 mars qui donne des précisions sur le rendez-vous de liaison qui, lui, entre en vigueur le 31 mars 2022, mais le décret sur la visite de mi-carrière n'est pas entré en vigueur. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'obligation de la mettre en œuvre au moment où je vous parle, à compter du 31 mars 2022. Et je vérifie, mais il me semble que le texte prévoit qu'elle doit être mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024, il me semble. Voilà. Donc, on attend le décret. Et dernière question, en l'absence de CSE, une entreprise a-t-elle l'obligation de mettre en place un référent harcèlement? Alors oui, effectivement. Alors,
S'il n'y a pas de CSE, il n'y a pas de référent harcèlement, puisque c'est parmi les membres du CSE, le référent harcèlement doit être choisi dans les entreprises de moins de 250 salariés. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le référent harcèlement peut être choisi parmi l'ensemble de l'effectif. Donc, si on n'y a pas de CSE, effectivement, le référent harcèlement n'a pas à être obligatoirement choisi. Il peut être désigné, mais ça n'est pas une obligation. Après, le rendez-vous de liaison, est-ce que c'est bien pour une absence de plus de 30 jours? C'est ça, tout à fait. Et là, on a le décret du 16 mars 2022, le décret 2022-373, qui prévoit une durée supérieure à 30 jours, durée d'absence supérieure à 30 jours. Pour une entreprise qui a des salariés qui sont placés chez des clients, comment va fonctionner le DURP? Quelles vont être les règles? Est-ce qu'il va y avoir des règles spécifiques ou pas? À ma connaissance, au vu de la loi 2021 et du décret du 18 mars, décret 2022-395, aucune disposition particulière n'est prise à ce niveau. Sachant que le document unique est établi par l'employeur pour ses salariés. Donc, c'est à l'employeur du salarié qui intervient chez vous de prévoir dans son document unique les risques auxquels peuvent être exposés ses propres salariés. Ce qui pourrait donner lieu peut-être à un échange entre les différents employeurs si on veut vraiment, comme tel est l'objectif du législateur, que le document unique soit un document de travail, un document efficace. Une question concernant le référent harcèlement. En l'absence de CSE, est-ce que le DRH peut être référent harcèlement ou Covid? Rien ne s'y oppose, effectivement. Après, l'environnement de travail. Pardonnez-moi, Vanessa, juste une précision. Effectivement, l'obligation de formation, elle est renforcée. Donc, il faudra quand même que ce soit des salariés qui disposent d'une formation, prévention, santé, sécurité au travail. L'environnement chez les entreprises utilisatrices, comment l'intégrer dans le DURP à partir du moment où vous avez des salariés extérieurs dans l'entreprise? Comment est-ce que vous allez aménager le DURP? Là, vous parlez du point de vue de l'entreprise utilisatrice. Oui, tout à fait. Écoutez, il faudra être pragmatique, là encore une fois, au plus près du terrain, d'où l'intérêt de la collaboration entre le CSE, le salarié, le responsable HSE, QSE, pour identifier, recenser ces risques. Il n'y a pas vraiment de réponse adaptée. On va vraiment être dans le cas par cas pour identifier ces risques chimiques, ces risques environnementaux. Un salarié qui a des crises importantes d'épilepsie en entreprise, est-ce que l'entreprise a une démarche particulière à faire et si oui, laquelle? L'employeur a toujours, ça c'est pas une nouveauté, la faculté d'échanger avec le médecin du travail. Ça a toujours existé. C'est vrai que c'était une faculté qui n'était peut-être pas suffisamment utilisée et que le législateur vise à systématiser. Je pense que dans une situation comme celle-là, il serait important de signaler cette fragilité, en tout cas cette circonstance, au médecin du travail, premièrement. Deuxièmement, le dossier médical partagé devrait contenir cette particularité, dossier médical partagé auquel désormais le médecin du travail va pouvoir accéder, à la condition que le salarié soit d'accord. Alors, on ne sait pas comment va se matérialiser cet accord du salarié. Est-ce que c'est le médecin du travail qui va demander une autorisation au salarié lors des visites
de pré-reprise, de reprise? Est-ce que c'est le médecin traitant ou le professionnel de santé qui alimente le dossier médical partagé qui va avoir une case à cocher, le salarié a autorisé le médecin du travail à accéder au dossier médical partagé? Ça reste encore un peu flou, on n'a pas de décret sur le sujet. Mais en tout cas, ça vise à cela. Le dossier médical partagé et le dossier médical de santé au travail, ça vise au décloisonnement médecine de ville, médecine du travail. Et c'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, qu'on pourrait trouver la réponse à la question posée. C'était notre dernière question. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Nous avons aussi une animation sur l'organisation des élections du CSE le 7 avril à Paris-Nord 2. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, ce sera avec plaisir. Et puis, je vous remercie pour cette présentation et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous. Merci de votre attention.